Nous y sommes. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes arrivés, voilà, tout marche correctement apparemment. Nous sommes bien connectés. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Vous êtes là? Vous êtes là? Alors, nous allons voir. Aujourd'hui, nous allons continuer. Donc, maintenant, comme le nouvel horaire, on va dire le nouvel horaire pour les cours sur la vie sexuelle humaine. Bonsoir Sylvie. Donc, les cours sur la vie sexuelle humaine. Nous allons voir donc la vie sexuelle humaine. C'est le cours numéro 14. Si vous voulez voir les cours antérieurs, vous allez les trouver. Je les ai mis tous sur mon canal de YouTube, Clémence Lenis, YouTube. Et vous avez tous les cours sur la sexualité humaine. Bonsoir Olivier, bonsoir Doriane, bonsoir Antonin. Et donc aujourd'hui nous allons voir un petit texte apparemment qui passe pratiquement comme inaperçu, et pourtant les informations qu'il nous donne sont assez importantes. Enfin, on va dire que tout ce que nous présente Freud, hein, c'est toujours un élément de plus pour nous permettre de penser. Hein, parce qu'on va parler ici de la sexualité humaine, mais en fait, on fait toujours référence à la sexualité infantile, hein, qui est donc cette sexualité, hein, on dit que la sexualité adulte, en fait, c'est la sexualité infantile réprimée. Donc c'est pour ça que nous devons étudier la sexualité infantile, parce que c'est celle qui continue à vivre en nous à l'âge adulte. Bonsoir Carinette. Donc aujourd'hui nous allons voir ce texte de Freud qui s'appelle Le roman familial. D'accord? Donc c'est un texte de 1908. Donc nous sommes, non, le texte de les trois essais sur la théorie, sur une théorie sexuelle, c'était de 1905. Donc il a continué bien évidemment à travailler. Et donc nous sommes en 1908-1909, je crois, quand il le publie, et où il va nous raconter, en fait, il va nous parler donc dans ce texte des fantasmes des enfants. Alors nous devons réussir à écouter, non, toutes ces informations, parce que rappelez-vous que toutes ces informations que nous donne Freud, c'est pas pour nous parler des enfants, c'est pour nous parler de ces adultes, non, de ces adultes qui, en consultation, continuent de se névroser, on va dire, mais j'aime pas dire névrosé parce qu'en fait, un patient, ou une personne plutôt, quand il arrive, non, en psychanalyse, il arrête d'être névrosé, puisqu'il est écouté comme un sujet de l'inconscient. Donc sa névrose est autre chose. Donc on va le prendre comme un sujet de l'inconscient et non plus comme un névrosé. Non, de la même façon qu'on avait dit qu'un rêve, un rêve en analyse, c'est un rêve inconscient. Alors qu'un rêve dans notre vie quotidienne qui ne passe pas par l'analyse, ben, c'est un rêve. Point. C'est-à-dire que c'est une matière qui est différente. Donc, ce que je voulais préciser pour introduire un petit peu ce texte, c'est de bien penser, de bien voir que toutes les informations que nous donne Freud, ce sont des informations pour nous permettre d'écouter le sujet. Le sujet, quand il parle, il va nous parler de ce dont on va voir aujourd'hui. D'accord ? Donc, le roman familial de Sigmund Freud, 1908-1909. Et donc, il va nous parler de ce moment de développement de l'enfant. Il dit tout au cours de sa croissance, non, on va voir qu'il y arrive un moment, non, où il va devoir, le sujet va devoir se détacher de l'autorité de ses parents, non, se détacher, ou on va dire aussi prendre son indépendance, non. Il dit que c'est une des choses les plus nécessaires par lesquelles le sujet doit passer, mais c'est aussi une des choses les plus douloureuses du développement. Non, il va nous dire, c'est une des choses les plus douloureuses du développement. Et il est nécessaire que ce détachement s'accomplisse, qui ne se fait pas ni facilement ni tout le temps, non, parce qu'on va voir qu'il y a un attachement qui va au-delà de l'apparence. Non. Et il va dire une chose qui est très importante, il dit qu'en fait c'est un sujet qui dit qu'en vérité le progrès de la société repose d'une façon générale sur cette opposition des deux générations. C'est-à-dire sur ce besoin, hein, on va dire sur les exigences de la société, c'est-à-dire que le sujet, pour pouvoir rentrer
ou participer, rentrer dans le monde, il va devoir renoncer à ses pulsions sexuelles infantiles pour pouvoir rentrer dans le monde. D'accord? Et c'est ça ce détachement, non? C'est-à-dire que, et que la société, la culture, tout ça, ils ont des exigences, c'est-à-dire que, entre autres, renoncer à ces objets, non? À ces objets infantiles, ces objets amoureux infantiles, dont il va devoir se séparer, non? Pour avoir accès au monde, à la culture, à la société, je dirais même à la vie. Non? Parce que je ne sais pas si le névrosé, il a un type de vie un petit peu particulier, non? Je ne sais pas, parce il vit dans sa tête, non? Il vit dans ses fantasmes. D'ailleurs, c'est de ces fantasmes dont on va parler aujourd'hui. Donc on avait vu une chose importante, rappelez-vous que les fantasmes que nous avons deux types de fantasmes. Nous avons les fantasmes conscients, d'accord? C'est les films qu'on se fait dans la tête, non? Et après, nous avons les fantasmes qui sont inconscients, qu'on va découvrir uniquement quand le sujet, non, va parler en analyse. Et dans ces fantasmes, la fonction particulière du fantasme, c'est une fonction donc utilise beaucoup justement le névrosé, qui va utiliser ces fantasmes, pourquoi? Pour rectifier la réalité qu'il a des difficultés à supporter. D'accord? Bonsoir Hamza, non? Face à cette réalité qui pour lui est douloureuse et difficile, donc il rectifie et il va satisfaire, parce que dans ces fantasmes, qu'est-ce qu'il y a? La réalisation d'un désir. D'accord? Donc on fantasme pour transformer, non? Pour refaire une réalité différente qui me convienne un petit peu mieux, qui soit un petit peu plus à mon goût que cette réalité qui est si dure. Non? Donc, il va nous dire que les parents, donc, ce sont au départ la seule autorité, non? La source de toute fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de point de comparaison au départ, donc on croit tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous montrent. D'accord? Et il dit bonsoir, May. Et donc il va nous dire que le désir le plus intense et décisif de ces années infantiles, c'est d'arriver à ressembler à papa et maman. D'accord? C'est-à-dire que c'est le modèle du petit garçon, de la petite fille, et c'est d'ailleurs ce modèle qui va le motiver pour grandir. D'accord? C'est ce qui va, c'est son désir. Son désir, c'est de devenir grand comme papa et comme maman. Donc à cette époque-là, papa et maman, bien sûr, ce sont des personnages, non, ils s'occupent de moi, ils m'ont sauvé la vie, sans eux je ne serais rien, donc je les mets sur un piédestal et je veux devenir comme eux, puisque ce sont les meilleurs, les plus beaux, les plus fantastiques, les plus nobles, les plus forts, etc. Donc mon objectif, et c'est intéressant de voir parce que c'est vraiment le désir, non? L'enfant, quand on dit que les enfants ils apprennent plus facilement, par exemple, que les adultes, parce qu'ils ont cette motivation, que les adultes, non? Mais cette motivation, elle est énorme. Je veux, non? Quand l'enfant commence à marcher, quand il veut commencer à parler, c'est pour être comme papa, pour être comme maman. Il dit, mais bien évidemment, au fur et à mesure de ce développement, qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir les premières déceptions. On commence à aller à la maternelle, on voit qu'il y a d'autres parents, on écoute d'autres choses, il commence à lire, non? Et donc on voit qu'il y a d'autres parents qui sont bien plus merveilleux que les miens. D'accord? Et donc ça va causer donc, on va dire, les premières déceptions. Et donc on va dire que cette comparaison, donc il va les faire, donc, comme je disais, avec tous les matériels qui vont se présenter dans sa vie. D'accord? Tout le matériel qui va arriver dans sa vie, ou les livres qu'il va trouver, donc il y a des rois, des reines, des princesses, des empereurs, etc. Il y a le directeur de l'entreprise, les ministres, je veux dire, il y a beaucoup de personnages qu'ils vont trouver qui sont bien meilleurs que papa et maman. Non? Que maman n'est pas si belle que ça, que papa n'est pas si fantastique que je l'avais imaginé. Et donc, ça réveille évidemment chez le sujet un sentiment de, comment on va dire, qu'il n'est pas conforme avec cette situation. Non, il n'est pas conforme. Et donc, ils vont commencer à quoi? À critiquer les parents. Non? Et,
Et, et il dit que tout ça aussi, c'est pas seulement avec ce qu'ils ont vu, mais sinon aussi c'est ce qui se passe à la maison. Parce qu'ils disent que l'enfant, vous vous rappelez, l'enfant, il veut tout l'amour pour lui. Il veut rien partager avec personne, ni avec les petits frères, ni avec les petites sœurs. D'accord? C'est-à-dire qu'il veut tout pour lui et il veut aussi toute l'attention de papa et maman pour lui. C'est-à-dire qu'il va facilement juger comme quelque chose, un mépris, une attitude des parents. Alors, vous avez les parents qui grondent les enfants, donc ils ont des raisons de le penser. Il m'a grondé, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'aime plus, il m'aime pas assez. C'est-à-dire que tout cet amour que j'ai pour lui, ben, je n'ai pas non, il n'y a pas de réciprocité. D'accord? C'est-à-dire que lui, il ne m'aime pas autant. Donc l'enfant, très rapidement, il va sentir, même si ce n'est pas vrai, parce qu'évidemment dans de nombreux cas, ça n'est pas vrai, mais il va sentir du mépris de la part, il va interpréter comme mépris de la part des parents, quand les parents le grondent, non? Ou même il va sentir du mépris parce qu'il doit partager l'amour de ses parents avec ses frères et sœurs. D'accord? C'est-à-dire que l'enfant, non, il vient, on dit que c'est comme une plaque toute blanche, non? On va s'inscrire toutes les premières traces, tous ces apprentissages, et qu'il réclame énormément. Non? Donc on connaît les adultes, par exemple, qui ont aussi ce genre d'attitude, non? Qui réclament tout pour lui, pour eux, ils veulent tout pour eux. Non? Après, on les appelle des égocentriques, etc. Mais c'est bon, c'est des égocentriques, mais c'est une attitude infantile. C'est-à-dire, c'est cette position, je veux encore tout pour moi, qu'on me regarde, non, qu'on soit là pour moi, etc. Et donc il dit que l'enfant, ce qu'il va faire donc face à cette situation, il va commencer à s'inventer des histoires, non? Et comme à s'inventer des histoires pour, d'une certaine façon, se venger. Et donc il va s'imaginer, non, c'est pour ça que ça s'appelle le roman familial, il va s'imaginer d'autres parents. D'accord? Ou il va imaginer, non pas d'autres parents, sinon il va imaginer plutôt, et dans cette première partie de l'enfance, il va imaginer qu'il était adopté. Il a été adopté. Ceux-là, c'est pas mes parents. Et c'est là, non? Et il dit que même il y a certains patients peuvent, ou même vous pouvez vous en rappeler, il dit qu'il y a des souvenirs, nous avons, non, des adultes, nous pouvons avoir des souvenirs de cette situation où nous imaginions que nous étions adoptés, non? Et que ces parents-là, qui donc nous méprisaient, qui nous avaient mis avec d'autres enfants dans la maison, tout ça, je fantasmais que j'étais adoptée pour imaginer une autre situation. Donc il va faire une petite référence à la différence de position entre le petit garçon et la petite fille, en disant que face à cette situation, en général, les garçons sont beaucoup plus hostiles, en tout cas, ils expriment beaucoup plus leur hostilité et ils fantasment aussi sur la situation beaucoup plus que les petites filles. Non, comme si les petites filles qui sont déjà un petit peu réprimées, et elles vont moins déployer tous ces élans hostiles envers leurs parents. Et il va faire référence donc à ce mythe de la naissance du héros. Non? Donc, il va nous rappeler aussi que le mythe, non, tous les mythes de l'histoire de l'humanité, en fait, c'est pas des choses, non, ce ne sont pas des histoires qui ont été inventées comme ça au hasard, sinon que ce sont des histoires qui vont présenter une loi organique, qui vont décrire la nature des choses. D'accord? Donc le mythe de la naissance du héros fait la même chose. Donc il dit que il va préciser aussi que le mythe, en fait, il n'est pas écrit par les enfants. Toutes ces histoires, par exemple, vous avez le mythe d'Oedipe, vous avez le mythe, il y a un livre qui est très intéressant de Thomas, je ne sais pas comment on dit en français, de cet écrivain allemand Thomas Mann, ou Thomas Mann, je ne sais pas comment on dit, et qui est un livre qui s'appelle L'élu, non? Où aussi c'est le mythe de la naissance du héros. Donc, et il va dire que le mythe de la naissance du héros a toujours les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que il a été rejeté par ses parents,
d'accord, qui étaient des empereurs, des princes, etc., et qui étaient adoptés par des familles beaucoup plus, par un père et une mère beaucoup plus humbles, beaucoup plus modestes, d'accord? Ok, bonsoir Giovanna. Et il va dire donc l'histoire en général, donc il va découvrir, non, il va se former dans cette famille humble et il va réussir à faire en général des exploits formidables jusqu'à ce qu'un jour il découvre sa véritable origine biologique. Non. Et on voit donc, il va nous dire que ces mythes, qui ont été donc écrits par des adultes, parce que ce pas les enfants qui ont écrit ça, d'accord? Mónica, sí, Mónica, ¿te gustaría que fuese en español? Bueno, pero eso sería en otro momento, Mónica. Carinette, la structure du mythe est toujours la même. Elle ressemble, exactement. C'est toujours le même genre. Après, il y en a qui, non, qui a toujours des petites nuances. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce mythe, il est écrit donc par des adultes, et en fait, des adultes qui ont, d'une certaine façon, régressé à leur situation infantile. D'accord? À cette situation infantile où ils rêvaient, non, parce que j'imagine que c'est les histoires de Batman, de Superman, tout ça c'était, non, un petit peu. Donc, parce qu'en fait, il va dire que dans le mythe, non, il y a une chose qui est intéressante, c'est que ce qu'on reconstruit, c'est que le moi, il se retrouve avec son propre héroïsme. Parce que, bien sûr, l'enfant, quand il était tout petit, que son père était le plus beau, le plus magnifique, la mère, la même chose, lui, c'était un héros. Ok. Donc, il dit qu'il y avait que c'était sa relation. Non, il dit que. Donc, il dit que c'était en relation. Attendez, comment c'était? Claro, que le moi, cette position héroïque, non, du moi, il dit, en fait, elle peut se retrouver uniquement, non, dans cette époque infantile, parce qu'après, le moi, non, il va devoir, dans son appareil psychique, apprendre à gérer différents types de relations et il va perdre son protagonisme et il va perdre sa position de héros, non. Donc, donc on voit que, non, comme très souvent toutes les histoires, de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il appelle ce texte le roman familial, parce qu'en fait il va dire que la majorité pas la majorité, sinon qu'il y a une grande partie de la littérature qui reprend, non, qui reprend ces histoires, qui reprend Walt Disney, qui reprend ces histoires du mythe de la naissance du héros et qui reprend ces histoires de fantasmes de l'enfance, non, où en fait l'enfant, donc, ce qu'il fait, c'est imaginer qu'il a été un enfant adopté, non, pour rectifier cette réalité. Donc au lieu d'accepter que ses parents ne sont pas parfaits, il dit si les miens ils sont parfaits, mais c'est pas cela. D'accord. Et il dit que donc c'est un fantasme qui va continuer. Non, il ne va pas s'arrêter là, il ne va pas s'arrêter aussi vite. Carinette, c'est très narcissique. Ben, c'est très narcissique, oui, l'enfant est très narcissique. Et donc quand on le retrouve chez l'adulte, non. Alors, Antonin nous dit, cette position du héros est-elle en rapport avec ce que l'on appelle le moi idéal? Mais à cette époque-là, il n'y a pas encore de moi idéal, non? À cette époque-là, mais on pourrait dire, oui, c'est le moi idéal, non? Ce penser. Pero moi, je le voyais un petit peu aussi, Antonin, dans le sens où, parce que là, quand on parle de l'enfant, là, on ne parle pas vraiment de l'enfant, non? Parce que ce moi héroïque, c'est à l'époque de la régression, quand il n'y avait. Attendez, je suis en train de voir. Non, c'était le moi idéal. Après, il y a le surmoi. Parce que le moi idéal, ça devrait être quelque chose de plus social, non? Que ce héros, non? Ça devrait être quelque chose de plus social. Donc peut-être que c'est en relation, donc chez l'adulte encore, que ce héros est en relation avec ce moi idéal. Non, parce que quand on voit
Donc cette position infantile. Non, parce que j'étais en train de penser que chez l'enfant, il n'y a pas encore de surmoi, il n'y a pas encore de moi idéal, tout ça, c'est pas encore formé. C'est pour ça aussi qu'en fait, le moi, il est non, le prince dans sa maison. Donc, tant que l'inconscient ne s'est pas produit, tous ces éléments ne sont pas là. Mais quand on va écouter, nous, en consultation, le patient, tous les éléments sont déjà formés. D'accord? Tout est déjà là. Mais je ne sais pas si le moi idéal, c'est comme le moi en puissance. Non, il faudrait voir un petit peu, revoir un petit peu quelle est la différence entre le surmoi et le moi idéal. Je ne sais pas. Mais, parce que le moi idéal, le surmoi, c'est celui qui a les exigences. Bon, je vais aller étudier, Antonin. Alors, on continue un petit peu avec ce texte. Donc, on avait vu que ces fantasmes, donc, ils vont les utiliser pour inventer, non, d'autres situations, pour réaliser réellement ces désirs, rectifier la réalité. Non. Et il dit qu'en fait, ce qu'il va chercher, parce que quels sont les objectifs réels de cette situation, non, d'aller chercher d'être un enfant adopté pour pouvoir imaginer que mes parents, non, on le voit d'ailleurs, pardon, dans le jeu des enfants. Non, quand les enfants vont jouer régulièrement, ils vont s'imaginer avec leur jeu, non, ils vont mettre différents parents. Et ils disent qu'en fait, les deux objectifs qui sont recherchés, c'est l'érotique, le désir érotique, non, la satisfaction érotique et l'ambitieux. D'accord? Ce sont ces deux objectifs. Et il va même dire que l'objectif ambitieux, non, cache derrière un objectif érotique. C'est ce qu'il va dire d'ailleurs quand il va faire la différence entre la femme, non, les fantasmes de la femme et les fantasmes de l'homme, non, où il va reprendre un petit peu cette différence en disant que la femme a des fantasmes érotiques et l'homme a des fantasmes ambitieux. Mais il dit que derrière les fantasmes ambitieux se cachent aussi les fantasmes érotiques. Donc après, il faudrait voir un petit peu ce que ça veut dire érotique dans ce sens-là, non, dans le sens séduire, maintenir, non, on dit que l'homme, il a des ambitions pour pouvoir offrir, non, ce qu'il arrive à faire dans la vie, ce qu'il arrive à obtenir pour pouvoir l'offrir à une femme, non, comme une sorte de cadeau. Pourquoi? Pour pouvoir la séduire. Ou pour continuer à la séduire. Puisqu'une femme n'est jamais séduite. Non, il faut toujours continuer à la séduire. Et donc il va dire donc, que l'imagination de l'enfant donc s'occupe principalement à imaginer des nouveaux parents. Donc d'un côté, il était, non, dans la première phase, il se considère comme un enfant adopté, et après directement, c'est plus vraiment adopté, sinon qu'il s'imagine, non, il va fantasmer pour se venger, non, de cette hostilité qu'il a mis dans les parents, qu'il a vu dans les parents, ce mépris qu'il a vu chez ses parents. Il va imaginer des parents dans une catégorie sociale plus importante, d'accord, et il va les remplacer par quelque chose qui va satisfaire un petit peu plus ses exigences. Et ensuite, il va dire donc il va dire que tous ces fantasmes-là, ce sont des fantasmes conscients chez l'enfant. D'accord? C'est-à-dire que conscient, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'adulte, il s'en rappelle. D'accord? Il y a beaucoup d'adultes qui se rappellent que oui, ils avaient imaginé, ou ils se rappellent comment ils jouaient, et qu'effectivement, quand je jouais, j'imaginais que ta. D'accord? Et, et il va dire que même quand il fantasme, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'imagine que ses parents sont le roi, la reine, l'empereur, l'impératrice, etc. Il dit que ces personnages, ils vont toujours avoir un trait caractéristique des parents. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'abandonne pas complètement ses parents, sinon qu'il va les satisfaire, non? En imaginant, il va donner une meilleure décoration à ses parents, non? Il va leur mettre une couronne, on va dire, non? Il va les présenter avec une couronne pour leur montrer que, non? Mais je veux dire qu'ils ne sont pas abandonnés. C'est pas éloigné de la réalité complètement, non? C'est-à-dire que l'enfant, il a toujours un pied dans la réalité. Et donc il dit que toute cette première partie a lieu quand les enfants ne savent pas encore,
non, ne savent pas encore les conditions sexuelles de la reproduction. D'accord? Et il dit, et quand il va découvrir, donc par rapport à ces investigations sexuelles, qu'il va commencer à se rendre compte qu'entre le père et la mère, non, il y a des liens sexuels, même s'il ne comprend pas bien tout ce qui se passe, il va rapidement se rendre compte, non, de ce que on dit que mon père, je peux ne pas être sûr que mon père c'est mon père, mais je sais que ma mère c'est ma mère. Donc on va dire que la mère est certissima, mais le père c'est le pater semper incertus. Il est toujours incertain. D'accord? Et donc à partir de là, il ne va plus douter de l'origine maternelle. D'accord? C'est-à-dire que sa position va se modifier. Et donc dans cette deuxième, on va dire dans cette deuxième partie du roman familier, il dit que ça va être donc motivé par une première phase sexuelle. Parce que donc rappelons-nous que l'enfant donc a des fantasmes envers ses progéniteurs, non, en fait, envers son père et sa mère. Mais nous dit fonction du héros est une mise en mouvement vers une solution et elle passe par l'imaginaire actif. Moi, c'est une rectification de la réalité, non? C'est une rectification. Non? On dit c'est une rectification, ce fantasme. Et elle passe, bon, par un imaginaire actif, si vous voulez l'appeler comme ça. Mais ce n'est pas vraiment une solution, parce qu'il n'y a pas de solution à l'histoire. Non? La solution, c'est grandir. Et se détacher des parents. Donc ça, c'est la solution. On va les rentrer dans le monde, non? Pouvoir renoncer à toute cette enfance. Non? Qui est quelque chose, c'est un travail à faire. Et donc, quand l'enfant découvrir donc ces relations sexuelles qui existent entre ses parents, ben, il va commencer à imaginer des situations et des relations érotiques. D'accord? Et en général, ben, il va utiliser sa mère, qui est déjà l'objet de sa curiosité sexuelle. D'accord? D'où viennent les enfants? Pourquoi elle a un gros ventre? Elle aura un pénis comme moi, etc. Non? Il dit et il va commencer à fantasmer que sa mère a une vie secrète d'infidélité et elle a des relations amoureuses cachées. D'accord? Donc on va dire que ça c'est très intéressant parce que oui, le travail est la solution, exactement. Donc, non, il va commencer à imaginer que sa mère a une autre vie, d'autres relations amoureuses, une autre sexualité qui va donc au-delà, non, de cette relation avec son père, et même, on va dire, même avec lui. Non? Bonsoir, Mimoun Saïdi. Donc, et donc ces fantasmes sexuels vont en fait, il va utiliser toutes ses connaissances, non, pour fantasmer, il va utiliser toutes ses connaissances, tout ce qu'il découvre sur la vie sexuelle, autant la sienne que celle des adultes, non? On avait dit que la motivation de l'enfant, c'était découvrir d'où viennent les enfants, et donc au fur et à mesure qu'il découvre des choses, ben, il va les associer, non, pour continuer à fantasmer et imaginer que sa mère a d'autres relations. Et il dit que donc d'un côté, il dit qu'en général, les enfants qui vont se venger de façon ferme avec ce genre de fantasme, ce sont des enfants, donc non seulement, comme on disait au départ, où ils ont vu une attitude un peu de mépris, les parents les ont grondés, ils les ont punis, sinon qu'il va voir aussi qu'il va se rappeler que les parents sont intervenus, non, quelque chose de sexuel, ils sont intervenus sur la sexualité de l'enfant. C'est-à-dire sur la possibilité de satisfaction. Quand l'enfant allait se toucher, ben les parents ils arrêtent de te toucher. Non, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas, on le gronde, on l'empêche de le faire. Donc, on va restreindre tout ce type de satisfaction. Et lui, donc, il va en vouloir, il ne va pas pardonner comme ça aussi facilement, non, qu'on lui interdise quelque chose qui lui donne une grande satisfaction. Et donc, Freud il va dire que ça aussi, c'est une manière, non, c'est se fantasmer
on va dire, fantasmer sur avoir ce genre de fantasme en imaginant la mère infidèle, par exemple, c'est une sorte de vengeance. Et c'est aussi au niveau conscient. Il faut voir, là, il ne le précise pas. Il ne le précise plus, là. Freud, il ne précise, moi, c'est une bonne question, parce que moi, je pense que, en plus, que ça va apparaître très, très fréquemment dans la vie des adultes, non? Ce déplacement, non? Donc, peut-être que non. Donc, on continue. Donc, et donc, ce genre de fantasme d'imaginer que la mère a d'autres relations, c'est aussi des fantasmes qui vont être utilisés, non, pour imaginer, non, que mes frères et sœurs, ils n'ont pas le même père que moi. D'accord? Ils viennent d'ailleurs. Et il dit que ça, c'est donc un fantasme, non, ou d'imaginer que mes parents ne sont pas mes vrais parents. Il dit que c'est une manière d'imaginer, parce qu'en fait, il va imaginer que ses frères et sœurs ont d'autres parents, que ça vient des infidélités de ma mère. D'accord? Et il dit que même, il va imaginer fréquemment, donc il dit en général, ce sont des fantasmes, des petits derniers dans la famille, dans le sens où ils vont imaginer que les grands frères et les grandes sœurs, en fait, c'était des infidélités de la maman. D'accord? Et donc, il dit que ça, c'est une chose aussi. Mais par contre, il va dire, mais moi, je suis de son papa et maman. D'accord? C'est-à-dire que lui, il va réclamer dans son fantasme la légitimité de sa position comme l'enfant, non? L'enfant unique, en fait, de ses parents. Et il dit que, en plus, ce sont des fantasmes qui vont permettre de maintenir cette relation amoureuse que l'enfant peut avoir avec ses frères et sœurs, parce qu'il va dire, de toute façon, nous ne sommes pas vraiment des frères et sœurs. Et ce qui va lui permettre de maintenir cette relation amoureuse. Non, parce qu'on avait vu, je ne sais pas si on l'avait vu, mais que, en fait, ces premières relations amoureuses avec les parents, régulièrement, ils vont se déplacer, non, chez les frères et sœurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des histoires, de grandes histoires d'amour entre certains frères et sœurs, d'accord? Parce qu'en fait, c'est cet amour des parents qui s'est déplacé sur les frères et sœurs. Donc, je continue. Et donc, il va nous dire que dans le texte, il va nous dire, j'imagine qu'il y a des gens qui vont dire, qui vont vouloir nier tout ce que je raconte en disant, mais ce n'est pas possible, tout ce que vous racontez là, c'est pas possible, que vous dites qu'en fait c'est pour maintenir des relations incestueuses qu'il va fantasmer l'enfant, bah, bien évidemment. Mais il dit, mais ne soyez pas aussi choqués parce qu'en fait ce ne sont pas des fantasmes qui démontrent, c'est une vengeance, mais une vengeance atténuée. Non, dans le sens où il dit qu'en fait cette hostilité, et quand on regarde bien, c'est juste un déguisement. Non, parce qu'il dit qu'en fait, l'infidélité et l'ingratitude que l'enfant peut montrer envers ses parents, non, en fait, il dit que si euh, on examine bien, non, ces fantasmes où ils vont fabriquer de nouveaux parents, il dit que dans ces nouveaux parents, il y a les traits caractéristiques de ses propres parents, comme on avait vu. Mais il dit en fait que c'est une tentative de l'enfant pour reconstruire, non, c'est une régression en fait, pour reconstruire, c'est une nostalgie, il va dire. En fait, c'est parce que l'adulte, on va dire, parce que c'est des choses qui arrivent aux adultes, parce que c'est ce père qui pouvait tout, cette mère qui savait tout faire, mon père qui était le plus fort, bah, ça leur manque. Donc ils vont reconstruire dans une nouvelle personne, non, ce père et cette mère qui ont en fait disparu, non, qui ont disparu, en fait ils ont disparu du sujet. Donc c'est le sujet qui va les recréer dans une nouvelle situation, non, en imaginant de nouveaux parents. Donc il dit que tout cet effort, c'est pour remplacer, non, le père réel par un autre supérieur, non par nostalgie. Et qu'en fait c'est une position où, non, comme nostalgie.
Non, je pensais un petit peu comme on pourrait considérer aussi cette tendance chez certaines personnes, par exemple, avec le Dieu Tout-Puissant. Non? Le Dieu Tout-Puissant, c'est la représentation de ce Père infantile, non, qui pouvait tout. Alors, non, comme un déplacement, en fait, de cette image infantile qui a été déplacée à l'âge adulte. Non? Et donc, il peut récupérer, parce que bien sûr, en récupérant ces parents-là, bah, il peut récupérer absolument aussi toute une partie de son enfance. Donc, Chrissy nous demande, peut-on retrouver ce roman amoureux chez les enfants qui ont manqué de patente ou d'amour de ses parents? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour tout le monde. D'accord? Freud, il va nous dire que c'est pour tout le monde. Parce qu'on a tous eu des personnages, d'accord? Les personnages qui se sont occupés de nous quand on était bébé, quelle que soit la manière qu'ils l'ont fait, ils nous ont sauvé la vie. Et que donc on leur a attribué, parce que c'est pas que eux ils étaient formidables, c'est que l'enfant leur a attribué. Ce n'est pas que la maman elle pouvait tout faire ou qu'elle était la plus belle, c'est que l'enfant a donné, non, cette attribution à la mère. D'accord? C'est un symbole du père. Oui, effectivement, Carinette, c'est un symbole du père, non? Laurine Jobert nous dit comment refaire un idéal du père et mère puissante. Ben voilà, on le fait avec une régression. D'accord? Mais c'est pas conseillé. D'accord? Bonsoir Sylvie. Non, que c'est pas conseillé. Ça veut dire que cette image de ce père tout-puissant, de cette mère qui était fabuleuse, il faut les abandonner. Ça fait partie, non, ça fait partie de notre enfance, ça fait partie de notre développement. Mais après, il y a des choses, non, c'est comme la peau du serpent, on doit l'abandonner. C'est des choses qui appartiennent à l'enfant, à l'enfance, que nous devons renoncer à notre enfance. Et à toutes ces choses, non, qui étaient satisfaisantes dans notre enfance, nous devons le renoncer, on va dire, ou le déplacer, parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, toutes ces choses, non, qu'on avait vues, ou quand on voyait les premiers textes sur la sexualité infantile, où l'enfant avait la capacité de jouir de tout, et c'est que tout ça, ça doit être, non, qu'il jouait de tout, mais de façon dispersée, on va dire, non, qu'il y avait la pulsion orale, la pulsion anale, la pulsion scopique, etc. Donc tout ça, c'était dispersé. Non, il pouvait passer des heures à regarder quelque chose, mais il dit, mais dans l'adulte, tout ça, ça doit former une seule pulsion, d'accord, pour pouvoir réaliser l'acte sexuel, non, par exemple. Donc toutes ces choses de l'enfance, ben, il faut renoncer à ces choses de l'enfance pour pouvoir en faire d'autres choses dans la réalité. Non, ne pas aller rechercher ce père qui n'existe plus. Après, l'adulte, il doit fabriquer sa propre fonction père. Lui, après, c'est à lui de fabriquer sa fonction père, sa fonction mère, non? Le masculin, le féminin, toutes ces fonctions qui sont à sa disposition, non? Pour à développer dans la vie de l'adulte. Non, ça veut dire que nous pouvons régresser dans nos rêves, puisque c'est un mécanisme du rêve pendant la nuit, c'est que nous allons régresser à l'enfance. Mais après, c'est le seul endroit. Antonin nous demande, c'est une déception nécessaire pour advenir. Effectivement, nous voyons parfois dans la clinique les effets dévastateurs des parents tout-puissants. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les parents tout-puissants? Parce que c'est pareil, c'est les enfants qui ont construit ces parents tout-puissants. Il n'y a pas de parents tout-puissants. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas de parents magnifiques. Il n'y a pas de mamans qui sont exceptionnelles, il n'y a pas de papas qui sont exceptionnels. Ça, ce sont des attributions du sujet. C'est des attributions de l'enfant. D'accord? Alors, May nous parle de processus d'individuation. Mais si nous avons dit qu'en psychanalyse, l'individu n'existait pas, nous sommes divisés. L'enfant va devoir se diviser. Donc, quand il va réprimer, non, il va produire l'inconscient, il va se diviser. Donc, il va maintenir son histoire infantile dans l'inconscient, mais dans l'inconscient. Et dans la conscience, non, il va être adulte avec ses différentes fonctions de l'âge adulte. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'individu, on parle en psychanalyse, on parle de sujet. Pour l'éloigner, on ne parle pas d'homme, on ne parle pas de femme, on parle de sujet comme un sujet à étudier,
on va dire, non? À étudier ou plutôt à analyser. Alors, si vous me rejoignez, Antonin, c'est formidable. D'accord? C'est-à-dire que, oui, que c'est... donc, c'est-à-dire que le patient qui présente encore ses parents, non? Qu'on ne peut pas critiquer sa mère, on ne peut pas critiquer son père, ou que, non, il ne permet à personne de parler mal de ses parents. C'est une attitude complètement infantile, non? Qu'il n'a pas encore pu, non? Donc, ce sont des personnes, effectivement, qui ont des difficultés de relation dans la vie quotidienne. Non? On va dire, parce qu'il va donc, il va terminer le texte là, Freud, en faisant référence justement au rêve, où il dit chez l'adulte, d'accord, chez l'adulte, il va dire, l'adulte va revenir, parce que dans les rêves on revient dans l'enfance, non? Freud il dit dans nos rêves on revient toujours au passé et on revient à notre première enfance. Donc, il va nous dire, non, quand il parle dans le chapitre du travail du rêve, il va nous dire, quand on fait référence aux empereurs, aux ministres, aux personnes, non, qui sont bien situées, c'est papa, maman. D'accord? Mais ça, dans les rêves. Ok. D'accord? C'est-à-dire que ce sont des retours dans les rêves où il y a cette régression qui a lieu, effectivement. D'accord? Et donc on voit, non, que la difficulté de nombreux adultes avec leur relation avec leurs propres parents, non, que c'est en relation avec toute cette enfance, non? D'où le besoin de se rendre compte que ça c'est fini, qu'on n'a plus à réclamer, comme quand on était un enfant, à réclamer des choses, à vouloir une maman parfaite, regarde ce que fait ma mère, c'est pas croyable, et mon père, il est comme ci, il est comme ça, non? Ce sont des enfants qui parlent, c'est pas des adultes, non? Donc il continue, vis-à-vis de ces personnages, cette dame, ce monsieur, qui un jour ont été mes parents, parce qu'en fait aujourd'hui c'est un monsieur et une dame. Donc continuer à le réclamer quand j'étais petit, bon après il y a la satisfaction, je reviens en enfance, non? Vous voyez la difficulté des adultes, non? La difficulté des adultes d'abandonner cette enfance pour pouvoir non? Pour pouvoir avoir accès au monde. Parce que si on reste dans l'enfance, ben on reste dans l'enfance, c'est où est la vie? On n'a pas grandi. Donc vous avez des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui continuent à parler et qui continuent comme des enfants. Non? Quand on dit qu'ils n'ont pas coupé le cordon ombilical, non? C'est l'expression habituelle qu'on utilise, on va dire, et que, donc effectivement, c'est un travail à faire. Non? Mais on va dire que ce problème, c'est parce que ça montre, non, quand on voit les gens qui ont encore des difficultés à l'âge adulte, des difficultés de relation avec leurs parents, on voit qu'en fait, ils ne sont pas arrivés, ils ne se rendent pas compte dans quel monde ils vivent. Parce qu'ils n'ont pas encore abandonné. Pour avoir accès au monde, il y a cette exigence dont on parlait au début du texte. Il y a cette exigence de la société. La société nous demande, pour que l'on puisse intervenir dans le social, non, on doit abandonner notre enfance, parce que sinon on intervient, mais une petite partie. Non, je veux dire le travail quand on nous paye. Mais sinon, quel type d'intervention on peut avoir? On est dans l'enfance. Et en plus, après, on a tendance aussi à, non seulement on a des difficultés de relation avec nos parents, mais en plus dans toutes nos relations sociales. Attention, parce qu'après ça se déplace. Non, il n'y a rien qui reste fixe. C'est pas que j'ai des problèmes avec ma maman parce que c'était ma maman quand j'étais petit, sinon que j'ai des problèmes avec ma chef, j'ai des problèmes avec cette femme, j'ai des problèmes avec ma grande sœur, j'ai des problèmes avec d'autres femmes. Et en fait, ce sont des déplacements de ces choses infantiles que je n'ai pas encore abandonnées. Quelques commentaires, il nous reste encore un peu de temps. Le texte était plus court. Aujourd'hui, il était beaucoup plus court, donc il faudrait voir le texte qu'on va voir la fois prochaine, qui est très passionnant. Alors attendez, je vais aller regarder le texte de la fois prochaine, parce que je ne me rappelle plus. Le texte de la fois prochaine qu'on va voir. Donc nous avons ici, je vais voir. Ah voilà, c'est là. Donc nous avons, alors attendez, on va voir si... On va voir. Donc, nous avons sur un type spécial de choix d'objets chez l'homme. Donc, nous allons voir comment
non? Quelles sont les caractéristiques, on va dire, quelles sont les caractéristiques chez l'homme pour sélectionner son objet amoureux? Après, on va voir que non, c'est pas quelque chose, que ce n'est pas quelque chose exclusif à l'homme, parce que Freud nous répète pratiquement dans tous les textes qu'il n'y a pas un homme-homme et une femme-femme, sinon que nous sommes, non? C'est différent, que plus qu'un homme et une femme, nous sommes des positions, non? Que face à la réalité, nous avons une position, que de temps en temps, non? Avec des amis, nous devons jouer le rôle de maman, non? Avec d'autres situations, nous devons prendre le rôle du papa, et dans d'autres situations, nous devons, non, faire face à la réalité en fonction masculine, ou d'autres en fonction plus passive, non? Parce qu'on dit qu'en fait, dans l'appareil psychique, le masculin et le féminin, c'est le passif et l'actif, non? Plus l'enfant fantasme, plus son manque d'amour ou la répression des parents est violente. Attention, Olivier, parce que ce dont on parle, ce n'est pas en relation avec ce qui s'est passé avec l'enfant, non? Et sa relation avec ses parents. D'accord? C'est-à-dire que lui, il dit, même si les parents n'ont rien fait, simplement parce que ma mère, elle va tout d'un coup ne pas me répondre au moment où je lui pose la question, je vais sentir, hein, ça me gêne. Je veux que ma mère m'écoute tout le temps, qu'elle soit tout le temps là. D'accord? Donc, peu importe si les parents, ils ont été gentils ou pas gentils. De toute façon, l'enfant va fantasmer. Donc après, ce n'est pas une question de degré. Au plus la maman, elle ne le regarde pas. Non, parce que vous savez que les enfants, ils ont toujours, quelle que soit l'attitude, bonsoir Fernand, quelle que soit l'attitude des parents, on va dire, les enfants, ils aiment leurs parents. C'est leur objet d'amour. D'accord? Parce que ça, c'est l'adulte qui pense, non? Il a eu une attitude violente. Mais pour l'enfant, c'est la normalité. C'est la normalité. C'est après, quand il devient adulte, qu'il dit oh, « mon père me frappait ». Mais quand il est petit, pourquoi il va juger ça mal? Pourquoi il va juger ça mal s'il n'y a pas de comparaison? Et en plus, on dit une claque. Non, c'est une caresse rapide. Au moins, son père le touche. Non? Donc, vous voyez qu'il y a une attitude, je veux dire que la vie, il faut bien séparer la vie d'un enfant de la vie d'un adulte. L'adulte, il est conditionné par plein d'idées qu'on lui a dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, tout ce qu'il juge, c'est par rapport à ses modèles idéologiques, non? Qu'il a, et donc il va juger la réalité. Mais le petit enfant, il n'a pas jugé ça du tout. D'ailleurs, des choses que l'enfant a vécues sans aucun problème, mais tout d'un coup, l'adulte, quand il l'apprend, il se sent traumatisé. C'est l'adulte qui est traumatisé, c'est pas l'enfant. Non, la difficulté pour l'enfant, c'est de pouvoir renoncer à tout ce qui lui a donné énormément de plaisir, d'accord, là où il avait obtenu de grandes satisfactions, ses objets d'amour, non, parce qu'en fait, on va dire, c'est son premier amour, la mère, le père ne vont jamais disparaître. La mère, même morte, elle continue à vivre en nous. Notre mère, elle continue à vivre en nous. Sylvie demande parce que l'enfant est dans la toute-puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, la toute-puissance? Je ne comprends pas, là, Sylvie, la toute-puissance. Désolée, je suis désolée, mais non, que l'enfant, il veut tout pour lui. Quand on voit des adultes, non, quand on parle de ses exagérations, il est narcissique, il est égocentrique, il veut tout pour lui, qu'on le regarde, tout ça, mais c'est un enfant. Comme les enfants. Non, quand vous voyez les enfants, ils font du bruit pour qu'on s'intéresse à eux, ils chahutent pour que papa les gronde. Je veux dire, ils réclament tout le temps l'attention. Et que peu importe, les enfants, peu importe si après je reçois des coups. Ce qu'il faut, c'est que mon père s'occupe de moi. D'accord? Après, donc, je vais voir, selon la relation avec ce père ou cette mère, bah, je vais avoir une attitude ou une autre pour qu'il s'occupe de moi. Non? Parce que très souvent, les parents, bah, ils sont très occupés par leur propre vie et ils ne les regardent pas assez. Donc, que pour lui, c'est super bien qu'il puisse s'en occuper. D'autres questions? Vous voulez utiliser là ces quelques minutes qui restent pour poser des questions? Donc demain nous continuons pour ce il ne supporte pas le manque d'attention. Exactement. Sauf quand il va jouer, non, Sylvie? Parce qu'après il va jouer
Et donc, il va fantasmer son nouveau monde, où il va créer une nouvelle réalité, où justement, donc là, non, il ne va rien réclamer, il se le fabrique. Non, il rectifie la réalité en disant, vous ne me donnez pas dans la réalité, je vais fabriquer mon monde. Non, qu'il s'occupe de moi ou qu'il limite ma jouissance. Exactement. Donc là, quand il s'occupe, non, limiter ma jouissance, c'est là où moi, après, je vais chercher à me venger. Non, le petit enfant, enfin moi, le petit enfant, il va chercher donc à se venger, effectivement, parce que, non, quand l'autre, il vient limiter ma jouissance, alors là, il faut se venger. Et comment il se venge? En fantasmant. D'accord? Il va imaginer. Et donc, ce qui est intéressant, que cette hostilité, ce n'est pas... non, que cette hostilité, c'est changer, j'ai d'autres parents. Je n'ai pas cela. Donc, on va voir que, par exemple, non, il faut le prendre en compte quand on voit tous ces enfants qui ont été adoptés, qui veulent non, retrouver leurs parents d'origine, etc. Bah, il y a tous ces fantasmes qui rentrent en jeu, quand même à l'âge adulte. Tous ces fantasmes. Donc, qu'est-ce qu'il imagine? Que son papa, à l'origine, peut-être qu'il était un prince et tout ça, parce que pourquoi il veut le revoir, non? Alors, on va dire, Chrissy demande comment la thérapie, ce roman va-t-il se matérialiser? Bah parce que les patients, ils vont en parler. Ils vont parler de leurs parents comme, non, comme des... ils vont les critiquer, ils vont dire qu'une... Non, par exemple, je veux dire. Après, ça dépend, parce qu'après, c'est pas obligatoirement directement, je ne vais pas critiquer obligatoirement mon père ou ma mère, sinon je vais critiquer quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est un déplacement. Non. Quand un enfant devient adulte, Kalina, bon, on va dire quand un adulte abandonne son enfance. Parce qu'il faut arriver déjà à l'âge adulte, non? Il faut passer par non, la métamorphose de la puberté, non? Pour avoir accès, non? Pour se détacher. Toute la partie de la métamorphose de la puberté, c'est toute la partie où il commence à se détacher. Il va tomber amoureux de la maîtresse, il va tomber amoureux, non? D'adultes qui sont... qui ont un trait commun avec maman parce qu'ils n'ont pas encore fini de couper les liens. D'ailleurs, en général, on ne va jamais terminer les liens avec notre mère. Mais que quand on voit que... Parce qu'on va dire que... Si, fantasmer d'une certaine façon, quand on fantasme, c'est toujours infantile. Sur quoi je fantasme? Pour rectifier la réalité. Parce qu'en fait, le fantasmer pour un adulte, ce serait écrire, ce serait apprendre, lire, fabriquer quelque chose. C'est ça, fantasmer. D'accord? On dit d'ailleurs, le dernier texte qu'on va voir dans ce cours, d'accord, c'est justement où Freud nous dit que ces jeux d'enfants qui venaient donc rectifier la réalité vont être transposés dans le travail de l'écrivain, où il va nous parler du poète, non, comme écrivain, qui va nous le présenter comme justement cette même manière de jouer, de rectifier la réalité, parce que bien sûr que la réalité pour l'adulte, elle ne le convient pas non plus. Mais comment je fais? Non, parce qu'on va dire, le névrosé, il ne supporte pas la réalité, donc il s'en fabrique une autre. Mais la personne saine, c'est celle qui dit, je ne supporte pas la réalité, donc je vais faire quelque chose pour la modifier. Alors, on ne va pas dire seulement la réalité sociale, ou commencer à faire de la politique, ou travailler dans une ONG, sinon ma propre réalité. Modifier ma propre réalité, on commence par ça. Avant de vouloir modifier, non, vous avez des gens qui veulent aller modifier, aller aider les autres, quand eux, ils sont déjà dans une situation catastrophique. Non, il faut commencer par soi-même. Comment on va aider les autres si on a du mal à se supporter soi-même ou on a du mal à vivre avec soi-même? Non, on doit d'abord apprendre à mieux vivre avec nous-mêmes pour pouvoir non, tolérer l'être humain que nous sommes, le sujet que nous sommes, pour pouvoir après participer non, au développement d'autres personnes. Donc, vous voyez les professeurs, par exemple, les professeurs qui travaillent comme professeurs, en général, c'est la cata, je veux dire. Non, qu'ils ont tellement de problèmes avec eux-mêmes que qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les enfants? Bon, dans toutes les professions. Dans toutes les professions, quand on travaille avec les autres, il convient non, d'apprendre à... Et puis après, les parents qui vont avoir des enfants. Disons, pour avoir une bonne relation
pour avoir avec, non, un père pour avoir une bonne relation avec sa fonction père. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bons parents. Non, on a tous eu des mauvais parents et des bons parents en même temps, parce qu'ils nous ont toujours donné quelque chose de bon. Ben après, ils ont eu des erreurs, des failles partout. Mais non, ce sont des êtres humains. Mais après, chacun doit faire son travail correctement pour dire, bah oui, pour pouvoir occuper la position de père ou de mère et être bien avec cette position qu'il occupe. Non? Antonin, quand devient-on adulte? Cette question me fait penser à la différenciation que fait Kant entre la personne mineure et la personne majeure, qui est bien loin de la normalisation via un âge donné. Si, pero bueno, ça ce sont les choses légales, non? Il fallait mettre un... Je veux dire, Jean-Paul Sartre, il parle de 7 ans, non? L'âge de raison, 7 ans. Donc on va dire que commencer le détachement, non, de ses parents, c'est à partir de l'âge de 7 ans. 7 ans. Ah, vous voyez, il y en a encore, hein, non? Tous ces adultes, quand ils fabriquent une vie, non, qui n'arrivent pas à maintenir, qui devient catastrophique, et qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent chez papa et maman. Je veux dire que nous vivons dans le monde dans lequel nous vivons d'une certaine manière parce que nous-mêmes, nous nous sommes laissés aller. D'accord? Nous nous sommes laissés aller à ne pas nous prendre en main, pas nous occuper de nous. Nous avons cru que si on faisait, on laissait que non, les politiciens s'occupent de notre vie, ben, ils allaient s'occuper correctement de notre vie. Non. Nous sommes fabriqués pour être des consommateurs et pour travailler pour eux, pour continuer à travailler pour eux. C'est pour ça qu'ils nous ont formés, non? Ils nous ont donné une formation pour ça. Donc c'est ce qu'on fait. On continue à travailler pour eux. Donc c'est pour ça qu'après, il faut faire un travail sur soi pour... Et le premier travail, bien sûr, c'est abandonner l'enfance. Abandonner l'enfance. Mais abandonner l'enfance aussi, c'est être capable de se transformer. Parce qu'abandonner l'enfance, c'est changer ma manière de jouir de la vie, non? Modifier certaines manières que j'ai de jouir de la vie. Alors on va dire qu'on ne va pas modifier, non? Par exemple, dans une analyse, on ne modifie pas exactement notre manière de jouir, sinon qu'on va en ajouter d'autres, pour que ce soit plus facile après d'abandonner certaines manières, non? Certaines manières masochistes, certaines manières sadiques que j'avais de jouir de la vie dans certaines situations, et que je peux petit à petit, non, me retourner sur d'autres choses qui me donnent aussi du plaisir, et donc pouvoir... Qui eux, Sylvie? Qui eux? Les États en général, l'idéologie, les États. Les États, c'est personne en général, parce qu'en fait, on travaille tous, non? Je veux dire que les politiciens, ils travaillent pour l'État. Non, à la rigueur, les politiciens, on travaille tous pour l'idéologie de l'économie. On va dire l'idéologie de l'économie. Mais que les politiciens, ils sont tout aussi victimes que nous, mais ils sont peut-être dans une meilleure position puisqu'ils arrivent toujours à s'échapper. Nous, on est les derniers de la chaîne, les travailleurs, on va dire. Nous sommes les derniers de la chaîne et on reçoit les coups. Non, là, avec cette crise, par exemple, non, les travailleurs sont ceux qui vont recevoir le plus de coups, on va dire, le plus de choses difficiles. Donc c'est pour ça qu'après, quand on n'a pas encore réussi à vivre dans la réalité, parce qu'en fait, abandonner l'enfance, c'est apprendre à vivre dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que sinon, je continue à vivre dans l'enfance, je ne suis pas dans la vie. Je ne suis pas dans le monde. Donc il faut apprendre à être dans le monde. Pourquoi? Pour faire face à toutes les difficultés. Pour pouvoir me rendre compte de ce qui se passe. Parce que sinon, je suis un enfant qui fait une lecture comme un enfant. Bon. Voilà pour aujourd'hui, nous sommes presque arrivés à l'heure. Donc nous continuerons mardi prochain à la même heure. Donc je vous disais, pour ceux qui sont intéressés, demain on continue le cours. Donc c'est le deuxième cours sur les cours d'épistémologie, donc qui est très intéressant aussi, d'accord, où on parle des notions scientifiques qui ont permis à Freud de produire la science psychanalytique. Et aussi pour montrer pourquoi on dit que la psychanalyse est une science, non? Puisqu'il y en a beaucoup qui disent que
ce n'est pas vrai, que ce n'est pas une science. Donc, après, ça dépend à chaque fois, bien sûr, de comment on lit. Non? C'est-à-dire que c'est une question, on va dire, de lecture. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce cours, pour montrer un petit peu quels sont les éléments de lecture que nous devons utiliser pour voir la psychanalyse comme une science. Et parce que ça nous intéresse que la psychanalyse soit une science. Non, que les gens qui disent non, c'est pas une science, et puis en plus ils le disent avec beaucoup de passion. Non, on voit qu'il y a une exagération dans cette négation, donc quelque chose de contre, avec autant d'effusion. Et donc c'est parce que ça nous intéresse. Chaque science, non, qui arrive dans le monde, non, chaque science qui a été produite par les êtres humains, c'est quelque chose qui nous permet de mieux nous rendre compte du monde dans lequel nous vivons. Non? Grâce à Copernic, nous savons que nous sommes une planète qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du Soleil. Sans Copernic, non, on croyait encore comme les Gaulois que le ciel allait nous tomber sur la tête. Donc, ça nous intéresse de penser que la psychanalyse est une science, mais pas aveuglément. Nous allons voir de façon scientifique pourquoi nous disons que la psychanalyse est une science. D'accord? Donc, merci à vous, merci Antonin, Kalina, Crisis, merci Pascal, Sylvie, Jean-Loup, Carinette, Claudia. Et donc, merci à vous de m'avoir accompagné donc, ici. Donc, n'hésitez pas à partager. Non, on partage à droite, à gauche, parce que ce sont des éléments, on va dire, de la culture générale que on nous enseigne pas à l'école. Donc, je pense que c'est très bénéfique pour tout le monde. Enfin, tous ceux qui s'y intéressent, parce que tout le monde, ça n'existe pas. Il y aura toujours des gens qui vont jamais s'intéresser à ça. Et c'est pas plus mal, non? On est tous différents, mais disons que c'est quelque chose, vous voyez, qui parle de nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une histoire, la psychanalyse, elle parle de nous. Donc, bon. Et bonsoir Sophie, merci à vous. Et bonsoir Olivier et Sylvie Lachaume, bonjour et merci, bravo à toi. Bon allez, bonne continuation donc et à mardi prochain. Et sinon, pour ceux qui se décident, vous pouvez toujours vous inscrire pour le cours d'épistémologie. Allez, à très bientôt, bonne semaine, au revoir, ciao ciao.